Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christine Pantex, directrice des Premières Nouvelles-Aquitaine, un incubateur pour entrepreneurs innovantes et équipes mixtes. Christine s'investit depuis plus de 10 ans pour favoriser la mixité entrepreneuriale sur tout le territoire aquitain et accompagner les projets innovants et créateurs d'emplois. Je lui ai proposé de venir sur Le Pompon pour nous partager son parcours et nous parler des femmes dans l'entrepreneuriat. Comment a évolué le regard sur l'entrepreneuriat ? Comment faire en sorte que l'autocensure diminue ? Que pouvons-nous mettre en place pour favoriser la mixité entrepreneuriale ? Tant de questions auxquelles Christine répond, toujours dans son envie d'être utile pour les autres. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Christine. Bonjour Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Très content de te recevoir sur Le Pompon. Eh bien pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, Christine Pantex, 52 ans bientôt, enfin bientôt en mai, directrice des Premières Nouvelles-Aquitaine depuis 10 ans. Ouais. Voilà, et maman d'une adolescente qui passe son bac cette année. Ouh, voilà. Grand moment. Grand moment. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Alors, c'est marrant, j'y ai pensé récemment à ça. Et je crois que j'ai jamais eu de vocation particulière ou je me suis jamais projetée dans des métiers soit très stéréotypés, métiers filles ou pas d'envie particulière, pas de passion particulière ou sinon je ne m'en souviens pas. Je sais que je ne voulais pas faire comme ma mère qui était infirmière. Parce qu'elle passait beaucoup de temps au travail. Peut-être que j'étais plus attirée par des métiers. Mon père était chef d'entreprise dans les matériaux de travaux publics. Et les métiers de la mécanique, etc. m'intéressaient assez parce que je passais beaucoup de temps, mais aucune vocation particulière. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... On analysera ultérieurement dans cet échange. Et alors, est-ce que quand tu étais ado, quand tu as commencé tes études, tu avais un peu une idée de ce que tu voulais faire après ? Comment ça s'est... Je savais ce que... En fait, un peu par élimination, et encore aujourd'hui, je pense, je sais ce que je ne veux pas faire, sans obligatoirement savoir exactement vers quoi aller. Je suis un peu là où la vie me mène. Et là, par exemple, étant dans Parcoursup en ce moment avec ma fille, je me demandais, moi, où j'en étais de mes réflexions sur mon avenir quand j'étais au lycée. Et en fait, par élimination, je n'aimais pas les maths, donc je n'ai pas fait un bac scientifique. Je n'aimais pas telle et telle chose, donc j'ai fait Sciences Éco parce que l'économie, ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Et donc, voilà, après le bac, j'ai fait Sciences Éco. Je n'aimais pas la finance, par exemple, donc j'ai éliminé les options, etc. En revanche, j'étais intéressée par le développement économique, donc j'ai fait une maîtrise en développement économique et ensuite j'ai continué
DEA et DESS, ça montre mon âge. Mais c'était vraiment par élimination, en fait. Je suis partie des matières qui me plaisaient et de celles qui ne me plaisaient pas, mais un peu comme quand j'étais petite, pas de passion particulière ou de vocation particulière. C'est vraiment venu avec le temps, cet intérêt plutôt pour le développement économique, le développement territorial, l'accompagnement de projets locaux, etc. C'est au fur et à mesure de rencontres que j'ai faites, de stages que j'ai pu faire, etc. Et aujourd'hui, je peux affirmer que ça me passionne, mais ça m'a pris du temps. Ok, ah ouais, c'est rigolo. J'imagine vraiment, puis je te vois avec la gestuelle, une balle de flipper en fait. C'est-à-dire oh, j'aime pas ça, je rebondis et je vais aller voir ailleurs et je rebondis et j'évolue en fait comme ça. C'est ça, oui, par les expériences bonnes ou mauvaises. Ouais. Mais c'est intéressant parce que souvent on se dit il faut absolument que je trouve ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire et parfois on a cette envie absolue d'avoir un but, un cap, que sais-je, un phare. Et en fait, là ce que tu dis c'est que toi il n'y en avait pas forcément et c'était ok. Enfin, je sais pas si c'était ok en fait, je dis ça maintenant avec le recul. Je me laissais un peu porter en fait. Si, c'était ok. Chouette. Oui. Et tu disais justement, si je ne m'abuse, ton premier job était à Villeneuve-d'Ornon. Dormont, je ne sais jamais comment on dit. Villeneuve-d'Ornon, Dornon, le vrai job officiel. Le vrai job officiel, tout à fait. C'était à politique de la ville, c'est ça ? Oui. Alors, chargé de développement. Ce qui m'a amené à ça, les études, etc. Du coup, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de projets de développement et de projets régionaux. Et comment tu as découvert ça alors ? Pardon, je casse mon autre question. Ces filières, le fait d'accompagnement, enfin, qu'est-ce qui t'a plu au début là-dedans aussi, tu vois ? Moi, parce qu'au final, tu as quand même choisi au bout d'un moment. Oui, quand même. À force de faire des non-choix, mais c'est quand même un choix au bout d'un moment. Ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'étais à Lille et qu'il a fallu que je choisisse la thématique de la maîtrise, c'était je faisais donc du développement régional, mais international. J'avais choisi une filière d'économie internationale et économie du développement. Et ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était toutes ces expériences d'ONG, de gros financeurs publics, de projets à l'international, etc., qui tombaient complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne répondaient pas aux besoins réels des habitants, par exemple de villages en Afrique qui avaient besoin en effet d'aide et d'appui au développement, mais où toutes les initiatives qui étaient apportées par des gens de l'extérieur, et parfois avec des gros financements, en fait, étaient complètement décorrélés des besoins, de la culture locale, des codes. C'est vraiment ce côté de mais comment faire pour être au mieux de ce qui va être utile aux personnes. Voilà. Et ça, pour le coup, ça m'a assez passionnée d'entendre des anecdotes incroyables sur des gros ratés d'expériences où il y avait quand même des gros financements. Ouais. Donc ça a été, je pense que c'est finalement un fil rouge de comment mieux faire pour être utile en répondant au mieux aux besoins et en partant de ce que les gens vont pouvoir exprimer de leurs besoins et en essayant pas d'imposer quelque chose qui a pu fonctionner ailleurs ou une représentation qu'on pourrait avoir, mais partir vraiment de ce qui est évoqué par les gens qui vont vivre l'expérience ensuite. Ok. Intéressant. Voilà, et donc Villeneuve-d'Ornon, pour en revenir, je digresse toujours. Non, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai posé une deuxième question derrière, donc t'inquiète pas. Donc j'ai fait d'abord à l'international. Ensuite, c'était assez drôle parce que j'aurais aimé travailler dans une ONG, partir en Inde ou en Afrique. Pendant les études, on avait des rencontres et des simulations avec des cabinets RH, etc. Ça, c'était en maîtrise toujours à Lille. Ouais. Et à l'issue d'un faux entretien avec quelqu'un d'un cabinet RH, il m'a dit « Mais en fait, Christine,
tu aimes trop ton confort, semble-t-il. Elle l'a pas dit comme ça, hein, mais je te vois pas du tout partir en Inde, vivre sans pouvoir te doucher, etc. Et puis, tu as un attachement à ta famille et à tes amis tel que c'est pareil, partir plusieurs mois, voire plusieurs années à l'étranger, dans des conditions qui semblent pas, en plus, correspondre complètement à toutes tes attentes en matière de confort. Ça paraissait être un peu en décalage avec... Donc j'avais pris ça assez mal quand même, j'avais un peu ronchonné et c'était tellement vrai que... Voilà, du coup je me suis recentrée sur le développement économique en France, développement des territoires, etc. Et puis j'en suis arrivée du coup par des rencontres avec notamment des personnes avec qui j'avais été à la fac ensuite à Bordeaux en DEA, à avoir connaissance de ce poste à Villeneuve. Et puis ça correspondait assez à ce que je pouvais avoir envie de faire, justement parce que les quartiers politiques de la ville, on sait que c'est des quartiers où il y a énormément de talent, des envies, beaucoup d'énergie, beaucoup d'opportunités aussi, mais aussi pas mal de travail sur la restructuration urbaine, le lien social, et puis valoriser toutes ces envies que portent les habitants, mais qui savent pas toujours comment faire pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui pourraient être structurants pour le quartier ou juste qui pourraient leur permettre de mettre en œuvre des projets un peu pérennes, les idées, etc. Donc, premier poste assez challengeant parce que en collectivité, c'est quand même assez formaté. Et puis, voilà. Là aussi, j'ai fait pas mal d'erreurs, de jugements, voilà, je me suis lancée dans des trucs mais ça a été hyper formateur. Ouais. T'as fait ça pendant 4 ans? J'ai fait ça pendant presque 4 ans. Ouais, ok. Et tu parlais d'erreurs que t'as faites? Tu parles de quoi alors? D'erreurs de jugement? Par rapport aux gens ou par rapport à toi, par rapport aux gens, alors c'est première expérience professionnelle aussi, par rapport à un cadre de travail qui est quand même hyper cadré, où il faut beaucoup reformuler, où entre le cabinet, les services, le directeur général, etc. Il y a des façons de faire, des positionnements et parfois des questions d'ego qui sont assez prégnantes et que quand on est jeune, active, on voit pas obligatoirement tout. Et ça a été extrêmement formateur, alors notamment parce qu'aujourd'hui je travaille au quotidien avec des collectivités, parce qu'il fallait en permanence reformuler. Je pouvais évidemment pas m'adresser de la même façon aux élus qu'il fallait convaincre et aux personnes des associations de quartier. Et malgré tout, il fallait fédérer tout le monde autour d'un projet qui semblait avoir du sens. Il fallait aller chercher des financements, etc. Donc, reformulation en permanence. Essayer de convaincre aussi en permanence. Ça, c'était... Je pense que c'est resté un peu dans la ligne droite de ce que j'ai continué à faire ensuite. Et puis la question financière aussi, les budgets, combien, qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour pouvoir réussir à mettre en œuvre. Et pour citer une erreur que j'ai pu faire et que j'ai payée, que j'ai racontée parfois, mais que je dévoile à tout le monde aujourd'hui. Par exemple, il y a une association d'un des quartiers sur lesquels on travaillait qui avait voulu organiser une fête. Et donc, il y a un groupe qui avait joué, mais il y avait aussi de la musique. Et donc, j'avais dit oui, ok, la SACEM, il n'y a pas de souci. La mairie va prendre en charge, on aura un petit budget, etc. Finalement, la mairie n'a pas voulu prendre en charge à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas le budget que j'avais. Et donc, j'ai payé de ma poche la SACEM.
Et après coup, je me suis dit, écoute, c'est bien fait pour toi, hein, t'avais qu'à mieux border ton projet et ne pas t'engager. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Ça a été une bonne leçon. J'ai fait d'autres erreurs beaucoup plus graves que ça. Okay. Mais voilà. Et c'est en apprenant, j'ai pas regretté du tout, hein, mais voilà, petit à petit. Effectivement, tu as compris que parfois, j'ai fallait compris faire un peu attention voilà, avant de et que dans un certain cadre de travail, tu peux pas t'engager sur des choses. On peut dire oui à tout juste parce que c'est sympa. Voilà. Et parce que... Bon, ça reste quand même encore un trait de ma personnalité de m'engager sur certaines choses et après de tout faire pour que ça fonctionne. Bien mais sûr. Voilà, je suis un petit peu moins. Pas naïve, mais qu'Ayon. Oui, puis tu sais aussi maintenant quelles sont à la fois toi aussi tes capacités, juste rien qu'en termes de temps. Enfin, tout à fait. On prend ça parce qu'effectivement, j'imagine que tu es beaucoup sollicité pour tout ce qu'il y a à faire. Et donc parfois, c'est juste se dire j'ai trop envie de le faire, mais j'ai pas le temps. Enfin... Oui. Ou c'est l'équipe qui me dit non, mais là, Christine, arrête. Effectivement, on reviendra sur tout ça. Donc après tes 4 années à peu près à Villeneuve-d'Ornon, t'es parti cette fois-ci, t'as voyagé de l'autre côté de l'Atlantique pendant 5 ans à peu près, à Montréal. On est parti à Montréal avec mon mari, en effet. C'était une envie, alors que lui avait depuis tout petit. Et moi, dans ma famille, j'ai une tante et un oncle qui ont beaucoup voyagé, notamment au Canada, aux États-Unis, mais un peu partout. Et ça me faisait rêver leur vie quand j'étais petite. Donc là, c'était très chouette. Projet de couple. Montréal, ville francophone, hein, donc c'est... Tu voyages, mais tu restes un peu dans le confort. Voilà, on part pas en Inde. Exactement, tout à fait. Sur ce voyage. Très belle expérience, l'expatriation, c'est génial, c'est très challengeant. Y compris pour le couple. Ouais, j'imagine. Mais voilà, ça reste une expérience géniale que j'aimerais refaire avant la fin de ma vie. Et puis un attachement à la culture québécoise qui est resté et qui restera, je pense, à vie aussi, parce que j'étais peut-être québécoise dans une ancienne vie. Je me suis vraiment reconnue dans le civisme, la gentillesse, le pragmatisme. Alors, je me suis reconnue, ou en tout cas, ça m'a convenu. Il ne faut pas non plus... Mais vraiment, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau là-bas. Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans une structure qui s'appelle le CFP, Centre de formation populaire, donc une structure qui accompagne toujours, notamment sur des projets, des programmes d'évaluation participative, des fondations, des associations, des organismes communautaires qui travaillaient pas mal avec certains ministères, etc. Et là, je me suis éclatée dans ce boulot. C'était de l'accompagnement aussi. De l'évaluation, alors ce que j'avais fait quand j'étais à la fac, j'ai fait un DESS à Montpellier d'ingénierie économique et financière des projets régionaux. Donc là, je pouvais aussi mettre en œuvre des choses que j'avais vues en DESS. Et surtout, j'ai appris énormément sur les façons de faire. Le Québec, qui sont toujours en avance par rapport à nous. Ça a été génial. Franchement, des années où j'ai beaucoup grandi. Voilà. Yes. C'était top. Ce qui vous fait un point commun, je le cite, avec Guillaume Comagnac, quand même. Tout à fait. En effet. Avec qui tu as déjà enregistré un épisode aussi sur son podcast Open Startup, que je salue. Mais c'est très inspirant. Et qui en parle aussi avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Donc, Ah, tu les vois là, mes étoiles. Exactement. Donc pendant 5 ans là-bas, et effectivement... parce que tu parles des associations, fondations, aussi d'entreprises de l'économie sociale. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est là ton premier vraiment grand pas dans ce que tu vas faire après aussi ? Est-ce que ça a été une sorte de tournant ou pas ? Ou c'est peut-être un peu fort comme mot ? Oui, ça a été un tournant. Alors, ça a été un premier tournant parce que on est pas mal challengé quand même quand on arrive dans une structure. Alors, très ouverte sur
d'autres façons de faire, très ouvertes sur les Français aussi, parce qu'au Québec, faut pas se leurrer, hein, les maudits Français, certaines structures voient arriver les Français avec leurs gros sabots un peu, dubitativement, ça se dit pas, mais donc voilà, c'est pareil sur la reformulation, etc. Se fondre dans un mode de fonctionnement et dans une culture différente, c'est hyper challengeant, c'est hyper intéressant. Et puis ce travail avec les organismes communautaires, l'éducation populaire, ça j'ai... Et puis c'était quand même très lié à... complètement aligné avec justement ce questionnement de faire avec les gens, partir de leurs vrais besoins et leur proposer quelque chose, co-construire avec eux quelque chose qui va vraiment être utile à eux personnellement, à la structure, par exemple, association dans laquelle ils évoluent, leur quartier, leur territoire, etc. Donc, oui, en fait, ça avait beaucoup de sens parce que ça résonnait beaucoup avec... ce rapport d'étonnement que j'avais eu quand j'étais déjà à la fac sur... Donc oui, ça a été un tournant. Et puis ça a été aussi un tournant personnel parce que j'étais assez réservée avant le Québec. J'avais tendance, j'étais du genre à rougir quand je devais intervenir en réunion, à vraiment bafouiller, à me mettre en mode panique dès qu'il fallait que j'intervienne ou que j'étais interpellée. Et puis en fait, là-bas, en gros, si sur un poste on te dit tu vas faire des formations, ce qui était dans la fiche de poste, mais je n'avais jamais assuré de formation avant là, ou tu dois intervenir dans un séminaire ou présenter les résultats de la recherche ou des travaux que tu as fait devant 300 personnes, tu peux pas reculer. Et j'ai vécu des moments vraiment de stress intense avant une participation, notamment à un gros séminaire. Mais j'en étais vraiment malade. Et finalement, ça s'est bien passé. Mais ça a été un tournant parce qu'après ça, je me suis dit, bon, déjà, si tu es très bien préparé sur ton intervention, le niveau de stress est réduit d'autant. Et puis après, c'est pas grave si tu bafouilles. Et donc, ça a été beaucoup plus facile après pour moi de faire des interventions, ce que je fais maintenant régulièrement. Oui. C'est vrai que par rapport à aujourd'hui, je me dis effectivement, quand on te voit dans des événements, ça va, tu prends la parole, mais parce que c'est la énième fois que tu le fais aussi. C'est la énième fois et c'est ce que je dis régulièrement à des entrepreneurs qui doivent pitcher et qui ont peur en fait. Moi, je me mettais vraiment en mode stress total. Mais bon, ils ont une façon de faire, les Québécois, qui est que, de toute façon, vas-y, t'es au bord du bassin, hop, je te pousse, et go. Voilà, mais je me souviens aussi d'une formation avec des directeurs généraux, une formation sur la planification stratégique, donc le truc pas très funky. Alors, je connaissais le contenu, bien sûr, mais que des DG de gros centres qui m'ont vu arriver. À l'époque, j'étais une petite jeune française de surcroît, qui en plus ne féminisait pas tous les mots, etc. Parce qu'il y a ça aussi où j'ai beaucoup... Ils le font là-bas au Québec, oui, bien sûr. Oui, ils sont vraiment en avance. Mais du coup, j'étais un peu attendue au tournant et ça avait été assez laborieux, une journée de formation. Quand j'ai vraiment souffert pendant toute cette journée. J'ai délivré, j'ai fait... Mais voilà, j'étais assez fière en sortant. Je me suis dit, bon, aucune autre formation ne pourrait être aussi terrible que celle-là. Donc maintenant, je suis très pro. Fais ton expérience. Je fais pareil avec l'équipe.
de toute façon, si tu te trompes une fois, c'est pas grave. La deuxième fois, il faut quand même que tu tires un peu parti de, voilà, de ce qui s'est passé avant et que tu en tires expérience et que tu fasses pas tout à fait les mêmes erreurs. Mais bon, au bout de la troisième fois, si tu reconduis les mêmes erreurs, là... là c'est vraiment que tu n'as pas appris et que tu n'y as pas mis du tir. Voilà, mais en tout cas, on peut vraiment se planter et faire un peu, pas n'importe quoi, mais sur une première fois, c'est normal et il faut le faire pour ne plus le refaire après. Donc un moment décisif pour moi, en effet, le Québec. Chouette. Et puis je suis devenue maman là-bas. Donc parce que je faisais mes petits calculs, si ta fille passe son bac cette année. Donc, elle a 17-18 ans. Voilà, donc, je suis revenue complètement différente de ces années là-bas. Chouette, trop bien. Alors ça me fait penser à ça et je le partage aussi parce que tu parles de discours et tout. Et moi, le premier grand discours que j'ai fait, c'était pour la remise de diplôme dans mon école où c'est moi qui ai fait le discours des étudiants devant 2500 personnes. 2500 ? Pas du tout préparé, pas bien préparé. 3h30 en pleine chaleur, il faisait déjà 34-35, c'était il y a 10 ans, un peu moins. Non, il y a 5-6 ans, bref. Et donc oui, j'avais une bouteille d'eau, mais la première demi-heure, alors que je passais au bout de 3h30, plus d'eau. Donc la pâteuse, pas bien préparée. Enfin, c'était l'enfer sur Terre, quoi. Donc effectivement, ça me fait penser à ça, parce qu'aujourd'hui, globalement, je suis à l'aise. Ça va. Tu penses à ta bouteille d'eau. Je pense à ma bouteille d'eau, je sais que la préparation, c'est la clé. Voilà, donc là-dessus, je te rejoins, effectivement. Alors, peut-être pas commencer par un événement où il y a 2500 personnes. Ouais, t'as fait fort. je conseille ça. mais en tout cas, voilà, y aller. Enfin, dans tous les cas, y aller, dire oui et tester. Puis c'est en faisant qu'on apprend. Ça, très clairement, on le répétera jamais suffisamment. Donc, tu reviens en France, effectivement, en 2007. 2007. Ouais. Pourquoi ? Pour des raisons perso, comme tu dis, parce qu'il y a l'arrivée de ta fille ou, Oui, voilà, on n'était pas parti pour y rester toute notre vie. On y est resté plus longtemps que ce qu'on avait imaginé initialement. Et puis voilà, avec un bébé, la famille, c'est quand même bien de s'en rapprocher. Donc on est revenu, un peu en traînant. C'est la raison, c'est la raison qui a primé, on n'a pas du tout regretté, bien sûr. Et le retour, en revenant, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, parce qu'on va évoquer l'entrepreneuriat féminin à un moment ou à un autre. ça vient. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui ne me sautaient pas du tout aux yeux avant qu'on parte, notamment la place des femmes, la posture féminine, voilà. Rapport d'étonnement du coup en revenant sur certaines choses. Et puis j'avais oublié que parfois il y avait des choses qui prenaient un peu de temps en France. On est quand même un peu moins pragmatique, rapide qu'ils ne peuvent l'être là-bas. Donc un retour... Un retour qui t'a permis aussi de découvrir. C'est toujours bien d'aller faire un petit tour ailleurs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et apporter le meilleur de là où on est allé. Tout à fait. Et puis surtout, en 5 ans, les choses changent énormément. Et nous, on a évolué, mais tout le monde a évolué. Il n'y a plus personne qui nous attend. Donc c'est aussi un petit... il faut être assez humble quand on revient d'expatriation. Parce qu'on a l'impression qu'on a vécu une expérience de malade, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qu'à ce moment-là qui partent. Mais que c'est hyper valorisant dans un CV de dire j'ai passé presque 5 ans au Québec, j'ai appris telle et telle chose. Et en fait, il n'y a personne qui t'attend. Et c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais cette expérience à l'étranger n'était pas du tout un plus pour une recherche d'emploi au retour. Et ça, un peu dur du coup, un peu dur, c'est la vie. Oui. Non, alors moi, je pensais, j'avais plutôt en tête quand tu parlais du côté perso, où c'est vrai que parfois tu reviens dans un endroit que tu connais bien, et en fait tu te dis, ce sera comme avant, tu vas retrouver la même chose, et en fait, pas du tout, donc ça te déboussole un peu quand même. Ça m'est déjà arrivé en retournant sur l'île travailler. D'être là, je connais tout, ça va bien se passer, puis en fait les gens sont plus forcément là, t'as plus les mêmes habitudes, t'habites plus au même endroit, exactement. Donc t'es là, je croyais tout connaître, et en fait non, c'est un peu troublant, donc j'imagine bien le vécu quand même. Et donc quand tu reviens pendant 4 ans, tu travailles à Lormont.
c'est ça? Oui, Alors, tu es donc responsable du site Créajeune. À l'ADI, l'association oui, pour le droit. Complètement. Association pour le droit à l'initiative économique. Ouais. Donc structure qui fait du microcrédit pour des entrepreneurs qui n'ont pas accès à du crédit bancaire classique. En QPV, donc en quartier politique de la ville. Ouais. Il y avait déjà un peu de... Enfin, je suis quand même mon fil, en fait. Complètement. Et une expérimentation, donc ça, c'était génial parce que j'aime bien essayer plein de nouvelles choses. Donc, il y avait 6 sites en France qui expérimentaient un programme d'accompagnement pour des jeunes créateurs des quartiers. Alors souvent dans les quartiers, on dit que les entrepreneurs ont moins de réseau, ont un accès moins facile à certains financements, etc. Et puis il y a souvent un accompagnement un peu plus spécifique à faire sur la posture, avoir plus confiance en soi, etc. Donc et cette expérimentation, c'était vraiment très chouette parce qu'on a co-construit avec les autres sites Créajeune à Toulouse, à Marseille, en Seine-Saint-Denis, à Lille, un parcours de plusieurs semaines pour travailler sur le projet économique de ces jeunes, mais aussi les aider à gagner en confiance, à développer leur réseau, à prendre la parole, etc. Donc c'était assez... finalement, ce que je fais aujourd'hui ressemble beaucoup avec d'autres entrepreneurs à ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Et puis c'était un peu la liberté sur le format, etc. C'était une très très belle expérience. Ouais. J'ai encore plein de contacts d'ailleurs de cette époque-là, mais l'expérience a été telle, a été une réussite sur chacun des sites. Donc finalement, l'ADI a eu envie de proposer ce service et ce dispositif de façon beaucoup plus large. Il a fallu rationaliser évidemment un certain nombre de choses. Donc il a fallu rentrer dans un cadre qui, du coup, ne me convenait plus vraiment. Parce que, du coup, le développement, l'innovation, tester des choses, ça, j'adore. Après, rester... continuer à faire la même chose avec moins de marge de manœuvre, etc., c'est plus moi. Effectivement. Et donc, on arrive sur les pionnières, avant que ça devienne les premières. C'était les pionnières. Les pionnières. Il y a un petit peu plus de 10 ans. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment c'était déjà il y a 10 ans et comment tu arrives à ça là aussi ? Alors, l'association a été créée en avril 2011. Avril 2011, une émanation, en fait c'est l'une des cofondatrices de Paris Pionnières qui avait démarré en 2004-2005, qui partageait son temps entre Paris et Bordeaux, qui a eu envie de développer l'incubateur à Bordeaux et qui a commencé du coup à faire le tour des financeurs, bien sûr, des potentiels partenaires, etc. et à lancer des petites bouées pour commencer à fédérer des personnes qui seraient intéressées à travailler sur ce projet associatif très innovant pour le coup, parce qu'il y a 10 ans, parler d'entrepreneuriat féminin, on était les pionnières. Et donc, j'en ai entendu parler via quelqu'un qui travaillait avec moi à l'ADI. Moi, j'avais fait un constat avec mes jeunes de Créajeune, c'est que, et je le dis assez souvent, donc les personnes qui m'ont déjà entendu vont se dire, elles radotent un peu, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, sur les promotions d'une douzaine de jeunes entrepreneurs qu'on avait sur Créajeune, c'était très mixte. Hommes-femmes, mais in fine, les filles, souvent, soit repartaient en salariat, ou en tout cas, elles ne mettaient pas en œuvre le projet sur lequel elles avaient bossé, et qui souvent tenait très bien la route. En revanche, des entrepreneurs masculins
qui parfois avaient des projets qui étaient un peu bancals, eux n'hésitaient pas à passer à l'action, s'immatriculer, commencer, avoir des premiers clients, etc. Donc je me disais, mais les filles, mais qu'est-ce qui se passe? Exactement, j'ai pas osé le dire, mais les projets étaient blindés. Et puis j'avais ce petit rapport d'étonnement aussi par rapport aux Québécoises que j'avais pu côtoyer, où je me disais, mais quand même, c'est pas possible. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller, mais allez-y. Mais non, franchement, les freins étaient là et on savait pas trop avec l'équipe comment aider ces jeunes entrepreneurs à passer à l'action plus vite, en tout cas. Donc, en rencontrant Marie-Christine Bordeaux, la cofondatrice des Pionnières, je me suis dit, non mais elles ont tout compris. En plus, elles ont des programmes qui fonctionnent déjà hyper bien à Paris et dans d'autres villes, puisqu'on n'était pas... il y avait déjà 4 ou 5 incubateurs Pionnières qui existaient. Donc, je me suis dit... nickel, il faut vraiment que j'aille, il faut que j'y aille. Et donc, au moment de l'entretien, je pense qu'ils ont compris à quel point j'étais intéressée. Et donc, j'ai été la première salariée de la structure en décembre, et je suis arrivée en décembre 2011. Ok. Et alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, mais là aussi, ça a été un tournant. Le premier Pioneers Day, avant même que je sois officiellement recrutée, donc premier événement national du réseau des pionnières auquel j'ai pu participer. 300 femmes à Bercy, avec des pitchs incroyables. Donc moi, j'y étais pas encore. J'étais encore à l'ADI à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop génial. J'avais qu'une hâte, c'était pouvoir démarrer. Et voilà, cette énergie. Là, je suis toujours pas retombée de. Je vois ça. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Je me vois encore cet événement et voilà, c'était hyper puissant. Trop chouette. Et donc, comment ça commence alors parce que donc les pionnières au tout début, tu pars pas de zéro, mais au final, parce que tu as déjà une structure qui est créée, donc tu peux te nourrir de ça, mais globalement sur le territoire, il y a quand même des choses à créer, à mettre en place. Oui, il y avait un conseil d'administration. On avait quand même des formats d'accompagnement qui étaient déjà délivrés par les autres incubateurs du réseau. Donc, j'avais cette expérience de programme d'accompagnement avec les jeunes de Créa Jeunes où il y avait plein de choses qui fonctionnaient bien. Et là, on est aussi sur la levée des freins, gagner en confiance, acquérir une posture entrepreneuriale plus affirmée, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui se ressemblaient. Et puis je connaissais bien l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc le début, j'ai fait du maillage, j'ai fait un peu le tour de tout le monde. On a retravaillé les contenus d'accompagnement parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre des entrepreneurs à Paris, intramuros, femmes travaillant surtout dans des sièges sociaux de grosses boîtes, donc avec un apport personnel souvent assez important, qui créent parce elles étaient pour la plupart confrontées au plafond de verre dans leurs grosses boîtes, etc. Donc une motivation assez spécifique pour créer. Donc ça, c'était le profil plutôt des pionnières parisiennes. À Bordeaux, on parlait moins d'entrepreneuriat féminin. On est sur un bassin qui était un petit peu moins dynamique à ce moment-là qu'il ne l'est aujourd'hui, qui attirait déjà beaucoup de nouveaux arrivants, mais on était quand même encore il n'y avait pas encore le TGV, donc il n'y avait pas encore le TGV, mais Alain Juppé, quand il avait rencontré Marie-Christine Bordeaux, avait déjà dit à l'époque mais vous pourriez être une bonne solution pour les conjointes de professionnels qui viendraient travailler à Bordeaux, qui commençait à être quand même une ville de plus en plus attractive. Conjointes qui ne retrouvent pas de boulot ou... Ça avait un peu agacé ma présidente à ce moment-là. Enfin, je la connaissais pas encore, mais en tout cas, elle en a parlé. Mais en fait, il avait tout à fait raison parce qu'au début des pionnières, c'est vrai qu'on avait beaucoup de nouvelles arrivantes sur Bordeaux. Qui suivaient leur mari. Qui ne retrouvaient pas de poste à la mesure de ce qu'elles avaient à Paris et qui
soit par défaut, soit parce qu'elle voulait en profiter pour mettre en œuvre un projet auquel elle pensait depuis un petit bout de temps, souhaitait rentrer dans un programme d'accompagnement. Ouais. Donc voilà, ça a été le début, beaucoup de temps de maillage, etc. Puis on a démarré... la première année, je crois qu'on a accompagné 10 entrepreneurs, l'année d'après une vingtaine, etc. Et aujourd'hui, entre ce qu'on fait en Gironde et sur les autres départements, on accompagne une centaine d'entrepreneurs, mais on prend notre temps. Ouais. Enfin, on prend notre temps parce que le maillage est hyper important, travailler en bonne intelligence et en collaboration, en partenariat avec les autres structures, etc. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN des pionnières et des premières. Ouais. Donc voilà, c'est bien de faire quand c'est le bon moment. Exactement. Donc, on va appeler ça les premières parce que donc il y a eu un changement de nom, si ça te va. C'est un petit peu plus de 10 ans. Est-ce que tu peux nous présenter exactement ce que font les premières? Parce que tu parles d'accompagnement depuis tout à l'heure à l'entrepreneuriat féminin, et moi je reviendrai là-dessus parce que je le dis de temps en temps que c'est pas un terme que j'aime beaucoup parce qu'on dit jamais entrepreneuriat masculin. Mais bon, l'idée maintenant c'est d'échanger justement sur tout ça. Mais déjà, est-ce que tu peux bien nous situer ce que ça représente les premières Nouvelle-Aquitaine? Tu parles de la Gironde, mais donc il y a la Dordogne, la Charente et la Haute-Vienne. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus largement aujourd'hui, ce que ça représente? Alors, l'ambition des premières, c'est qu'il y ait plus de mixité dans l'entrepreneuriat en proposant des parcours qui, pendant un temps, vont être spécifiques pour des femmes ou des équipes mixtes. Pour que justement des femmes arrivent dans l'écosystème entrepreneurial avec des projets peut-être un petit peu plus ambitieux, qui vont vraiment pouvoir s'ancrer sur leur territoire, permettre de la création d'emplois. Et des projets plutôt innovants. Ça, c'est vraiment les critères des premières sur les parcours phares qu'on met en œuvre. C'est le potentiel de création d'emplois et le caractère innovant, ou en tout cas différenciant. Et pour ça, on a aujourd'hui toute une gamme de formations et de parcours d'accompagnement plutôt longs qui vont permettre, selon la maturité de l'idée ou du projet, d'avancer tranquillement dans ce projet, justement. Donc, par exemple, pour des porteuses d'idées, on a 2 jours de formation. Alors, c'est soit Start, soit les inventives qu'on fait en partenariat avec Transtech, pour des femmes qui ont envie d'entreprendre, mais qui sont peut-être salariées ou en reconversion, qui ne savent pas vraiment dans quoi elles vont se lancer avec un projet entrepreneurial, pour les aider à identifier leur profil entrepreneurial. En fait, il peut y avoir plein de facteurs de motivation dans cette envie d'entreprendre. Ouais. Des façons de faire aussi différentes et des personnalités différentes. Donc nous, on a envie d'accompagner des entrepreneurs qui seront alignés entre le projet économique et leur personnalité, leurs envies, etc. Donc ça, c'est des parcours très courts pour permettre à ces femmes de gagner du temps. Si elles n'ont pas de tempérament entrepreneurial, ça ne sert à rien qu'elles bossent pendant 1 an sur un projet qui, in fine, ne sera jamais mis en action. Donc, et puis, ça fait gagner du temps aussi aux structures d'accompagnement qu'elles pourraient solliciter parce que c'est pareil, accompagner un projet pendant 6 mois, où on se dit sur le papier tout a l'air d'être chouette, il y a un potentiel de marché, un modèle économique qui paraît tout à fait réaliste, mais une entrepreneur qui ne passera jamais à l'action en fait. Donc même pour une structure d'accompagnement, c'est frustrant de se dire mince, tout est là, mais elle y va pas. Mais la personne ne veut pas y aller. Voilà, donc ça, c'est 2 formations qui sont vraiment hyper utiles et qu'on fait un petit peu partout sur les départements que tu as évoqués. Donc très court, c'est du collectif. En revanche, sur nos programmes plus longs, je donne des noms, mais on a beaucoup de... Sur nos programmes labellisés, par exemple le Go ou le Boost, on fait à la fois du collectif et de l'individuel. Ouais. Je ne rentre pas dans le détail des formats, etc. Mais c'est important d'avoir les deux. En collectif, il y a un peu de contenu des intervenants. Bon, en plus,
tu as eu l'occasion d'intervenir. Yes. Donc, il y a le contenu, la méthodo, etc., liés à la thématique. Par exemple, préparer son pitch, ou savoir pitcher, la prise de parole en public, etc. Sur d'autres sujets, par exemple, les prévisions financières ou la stratégie commerciale. Enfin bref, X thématiques incontournables. Il y a ce qu'on apporte nous, mais il y a aussi les échanges avec les autres entrepreneurs. Et nous, parfois, il y a des messages qu'on essaie de faire passer. Elles nous écoutent pas du tout. Mais quand on bosse dans une structure d'accompagnement, il faut être très humble sur notre utilité à nous. En tout cas, ce qu'on apporte et ce qui est entendu. En revanche, si c'est des pairs entrepreneurs qui disent exactement les mêmes choses et font les mêmes recommandations, c'est beaucoup mieux intégré. Et d'où l'importance du collectif. Ça, c'est... Et puis le réseau dont on parle tout le temps quand on entreprend, c'est vrai que l'importance du réseau professionnel et personnel qui pourrait devenir aussi professionnel, c'est hyper important. Et c'est pas toujours facile de savoir comment développer son réseau, aller vers l'autre, parler de ce qu'on fait, se sentir légitime. Voilà, donc ce qui, je pense, reste quand même une valeur ajoutée des premières, c'est d'imbriquer toujours ou d'hybrider, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, le côté économique du projet, parce que, in fine, il faut que les entrepreneurs puissent se rémunérer, enfin avoir une équipe qu'elles pourront payer, etc. Ça, évidemment, c'est hyper important. Puis avoir un impact sur le territoire. Mais aussi cette posture entrepreneuriale, mieux se connaître, pour mieux fédérer autour de soi. Et puis, nous, on a aussi un objectif qui est que ces entrepreneurs qu'on a accompagnés soient partie prenante de l'écosystème entrepreneurial, interviennent sur des tables rondes, deviennent élus par exemple à la CCI ou dans des structures avec une représentation d'entrepreneurs pour que cette mixité soit de plus en plus visible et que toute femme qui aurait envie d'entreprendre, toute porteuse d'idées puisse se dire je peux le faire puisque telle personne, tel entrepreneur que j'admire l'a fait, elle habite pas très loin de chez moi, elle a un parcours qui ressemble au mien, elle avait finalement pas mal d'obstacles au début qu'elle a pu surpasser plus ou moins facilement, mais en tout cas qu'il y ait un maximum de représentations différentes de l'entrepreneuriat. Des femmes entrepreneurs, puisqu'en effet entrepreneuriat féminin j'aime pas non plus, de représentation de femmes entrepreneurs, et que ça devienne une alternative comme une autre, l'entrepreneuriat, que ça paraisse plus être le truc hyper compliqué et inaccessible et insurmontable. Et en fait, le message, c'est que quand on entreprend, on peut avoir une activité professionnelle qui nous permette de gagner notre vie, mais aussi de faire ce qu'on veut, comme on le veut, avec nos valeurs, le sens qu'on veut y mettre, etc. Et ça, c'est quand même génial. Ouais, clairement. Ça me fait penser à deux choses, mais je vais aller d'abord sur la première parce que j'ai réagi à ça. Le modèle économique, effectivement, parce que j'ai eu la chance d'être jury des audacieuses, donc de la ruche. Et c'est vrai que souvent, moi, à chaque fois, la question de fin, c'était mais comment vous avez gagné de l'argent en fait? Et ça en devenait presque une blague parce que je posais tout le temps cette question parce que elles avaient souvent au départ un format associatif pour après se transformer en entreprise. Donc ça fait sens avec tout ce qu'on dit. L'exemple que tu donnais tout à l'heure, les hommes qui ont le projet qui n'est pas très stable et qui y vont comme des bourrins et on voit ce que ça donne. Et à chaque fois, je leur demandais, mais comment vous allez gagner de l'argent ? C'est le nerf de la guerre malgré tout. Donc j'aimerais savoir, toi, en 10 ans, est-ce que tu vois une évolution déjà des femmes entrepreneurs, et justement, et on reviendra sur ce thème entrepreneuriat féminin qu'on n'aime pas tous les deux. Mais déjà, est-ce que cette évolution, en 10 ans, est-ce que les choses changent ? Est-ce que les choses bougent ?
Oui, Ouais. ça bouge. Ça bouge pas assez vite, Ouais. mais ça bouge. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup moins d'autocensure sur la phase de l'idée. Un de nos objectifs, c'était éveiller des vocations et puis que les femmes, au moins, osent se rapprocher de structures d'accompagnement pour vraiment démarrer en mode projet. Et puis, si elles doivent abandonner l'idée de mettre en œuvre le projet tel qu'elle l'imagine, que ce soit pour des raisons économiques, par exemple, parce que on voit bien que ce sera pas viable, mais que ce soit pas pour une question de « Ah, mais j'en suis pas capable » Donc, beaucoup moins d'autocensure, ça, on le constate parce que y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Les stats ont beaucoup évolué en 10 ans. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs désormais engagés. Et, tu t'évoques la ruche, donc on parlera des We Days aussi. Beaucoup d'acteurs engagés autour de l'entrepreneuriat féminin parce qu'il y a des financements publics de plus en plus importants sur cette thématique. Donc cet enjeu économique et sociétal qui était que ce potentiel économique des femmes soit vraiment mieux exploiter, en fait, qu'elles puissent ça y est, la tendance est lancée, c'est beaucoup plus facile. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'ambition des projets et avoir des projets qui seront créateurs d'emplois, etc. Ouais. Mais souvent les projets vont prendre plus de temps quand ils sont portés par des femmes. Elle voit vraiment plus étape par étape. Donc, je commence toute seule. Peut-être que je vais prendre un ou une alternante, etc. C'est plus graduel, un peu plus lent, step by step. Néanmoins, il y a quand même des belles boîtes avec plus de 10 salariés, voire plus de 50, etc. Mais on est sur un temps plus sur du temps long et plutôt que de vouloir d'entrée de jeu faire une levée de fonds pour pouvoir recruter 30 personnes d'un seul coup. Et 2 ans plus tard, mettre la clé sous la porte. Voilà. Ouais. Je dis ça comme ça, j'ai pas d'exemple particulier en tête. Mais donc, ma question, c'est est-ce qu'elle c'est aussi plus pérenne dans les stats, je sais pas, mais une boîte qui est créée par une femme et qui, peut-être, comme tu le dis, va plus prendre son temps, mais en même temps permettre de mettre des bonnes bases solides pour après que ce soit plus pérenne, plutôt que quelqu'un qui va, et on dit un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, évidemment, mais on prend des généralités là, qui va y aller plus tête baissée, comme tu dis, faire une levée de fonds, et puis après, en fait, si tu fais une levée de fonds, mais que tu vends pas de produits, mais que tu n'as rien vendu, et que tu vends toujours rien, au bout d'un moment, tu vas couler. Mais donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Alors, les stats sont assez contradictoires, en fait, sur la pérennité, comme souvent les stats. Des stats, quoi. C'est peut-être pour ça que j'aimais pas ça, les stats. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 2 choses. En effet, sur la pérennité, comme il y a une aversion au risque qui est souvent plus importante chez les femmes. Donc, cette méthode un peu step by step va faire qu'en effet, ce sera plus solide, plus assuré. Et donc, il y a une pérennité qui, en effet, peut être, j'ose même pas dire de chiffres, parce que ils peuvent facilement être dégommés par d'autres sources. Donc ça, on le constate, en effet, sur... ce que j'aimerais quand même dire, c'est que ce sont les équipes mixtes qui sont les plus efficientes. Enfin, c'est les boîtes qui ont été fondées par des équipes mixtes qui sont les plus pérennes et les plus efficientes, en fait. Donc ça, c'est quand même notre dada, la mixité. Donc... D'un autre côté, il y a plein de femmes qui, justement, par excès de prudence, vont vouloir rester seules, un peu tout maîtriser, etc. Et on sait bien qu'il y a des activités où, si on reste seul, si on ne délègue pas une partie des tâches pour lesquelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, en fait, on se tire une balle dans le pied et l'activité va péricliter très, très vite parce qu'on ne peut pas se démultiplier. Et... Donc, voilà. Et donc, on est dans un entre-deux, en fait, pas complètement marqué, entre des activités qui vont vite s'arrêter par manque d'énergie ou on ne peut pas
développer suffisamment le chiffre d'affaires parce que par ailleurs on passe trop de temps sur autre chose. Et ces boîtes qui en effet se pérennisent. C'est très vague en fait ce que je te dis, non? Mais en fait, le truc c'est que tu l'as dit, les stats viennent il y a tellement de choses différentes, mais on comprend l'idée. Enfin, en tout cas, je crois avoir compris l'idée. Bref, il y a encore des choses à faire de toute façon, puisque au début des premières, moi je me disais dans 5 ans, si ça se trouve, on n'aura plus lieu d'être et ce sera très bien. Au bout de 10 ans, les stats se sont beaucoup améliorées. Malgré tout, on a encore beaucoup de création de micro-entreprises. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur des boîtes de au moins de 5 salariés. En fait, les stats baissent au bout de 5 salariés. On voit beaucoup moins de boîtes fondées par des femmes. 10 salariés, ça baisse encore. Quand on parle d'entreprises innovantes, ça baisse encore. Quand on parle de tech, de deep tech, etc. Bon, là, on passe par exemple de 39%, qui est la stat officielle d'entreprises créées par les femmes. Parmi les créateurs d'entreprises, il y a 39% de femmes. Ça, c'est tout statut confondu. Quand on regarde déjà les stats, par exemple, de la CCI, donc des activités inscrites à la CCI, on n'est plus qu'à 24%, parce que là, on enlève tout ce qui est profession libérale, éducation, micro-entreprise, etc. Et quand on parle de deep tech, là, on est à 5%. Donc, voilà, c'est des stats qui sont... Il y a une grande hétérogénéité, donc il y a des chantiers, ou en tout cas des enjeux, des niches sur lesquelles il faut encore bosser. Sur la reprise d'entreprise, il n'y a que 14% de femmes parmi les repreneurs d'entreprise. Donc là, c'est pareil, il y a un tel enjeu de pouvoir maintenir des activités qui fonctionnent, mais pour lesquelles on ne trouve pas de repreneurs. Là, c'est pareil, il y a un potentiel énorme pour que plus de femmes osent la reprise. Donc il y a encore plein de chantiers, et je pense que on a du boulot pour encore les 20 prochaines années. Peut-être. Et aujourd'hui, on est aussi sur les sujets de la diversité, etc. Enfin bref, c'est sans fin. Mais bon, c'est chouette aussi. Mais c'est ça qui est chouette. Et effectivement, j'avais vu, c'était 40% parmi les créateurs de micro-entreprises sont des femmes. Donc déjà, dans les micro-entreprises, il y a plus d'hommes que de femmes, alors que globalement, en termes de population, on est plus ou moins 50-50, si je ne m'abuse. Et effectivement, et qui sont dans des métiers plutôt de la santé. Enfin, malheureusement, on est dans les clichés, mais c'est exactement ça, quoi, en fait. L'aide à la personne. Exactement. Le commerce de proximité, etc. Oui, ça reste très stéréotypé. Et alors, comment on fait pour que ça change ? Avoir plus de rôle modèle. Donc, c'est une très bonne transition vers les We Days. Mais c'est vrai que ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est qu'un maximum de femmes puissent s'identifier à d'autres femmes qui ont entrepris, notamment dans des secteurs d'activité qui ne sont pas des secteurs où on retrouve une majorité de femmes. Donc, nous, on a dans nos objectifs, avec d'autres structures, de contribuer à mettre en avant les entrepreneurs qu'on a accompagnés, ou des femmes qui ont des super parcours et des boîtes qui fonctionnent bien, ou qui se sont arrêtées, mais qui ont eu une expérience très positive de la création d'entreprises, de ce qu'elles ont fait avec leur boîte, quel que soit ce qui s'est passé par la suite. Et c'est important de les faire témoigner pour que ça devienne dans tous ces canaux de communication. On est quand même bombardé d'infos tous les jours, qu'il y ait de plus en plus de femmes présentes, visibles, etc., qui parlent
de leur parcours d'entrepreneur et que ça devienne une info normale en fait, normal, tout à fait normale, qu'il n'y ait plus d'étonnement, etc. Ouais. Et avec Nathalie Leroux, qui est la directrice de la Ruche Bordeaux, est évoqué tout à l'heure les Audacieuses. Donc la Ruche qui porte aussi des programmes d'accompagnement pour des femmes entrepreneurs. Donc on a des objectifs communs avec la Ruche. On travaille en partenariat depuis plusieurs années et notamment en 2019, on a co-imaginé les We Days. Donc c'est le format aujourd'hui, c'est 3 semaines d'événements autour de l'entrepreneuriat des femmes. Cette année, ce sera du 30 mai au 22 juin. Je les note. C'est voilà, bon, je les note dans l'agenda. Et on a imaginé, alors une de nos salariées, Margot, appelle les We Days un festival autour de l'entrepreneuriat des femmes. C'est vrai que c'est pas mal. C'est à la fois un festival, un label aussi, puisque on a imaginé ça avec Nathalie, mais l'idée c'est de fédérer des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, des structures qui financent la création ou le développement des entreprises, des réseaux de chefs d'entreprise, enfin tout un écosystème entrepreneurial autour de l'entrepreneuriat par les femmes, avec cette volonté que chacune de ces structures puisse organiser ou co-organiser un ou des événements pendant lesquels elles feront témoigner des femmes qui ont été accompagnées pour que ces femmes puissent raconter leur parcours d'entrepreneur, ce qu'elles font, etc., comment ça se passe, ce qu'elles ont réussi, si elles ont dû arrêter, pourquoi. Qu'on parle aussi un peu de l'échec entrepreneurial, même si j'aime pas ce mot échec, mais cette expérience entrepreneuriale qui peut ne pas se terminer aussi bien qu'on l'avait imaginé au départ, mais ça reste quand même toujours une expérience avec des compétences acquises, plein de choses à valoriser et des rebonds qui sont soit dans l'entrepreneuriat, soit dans des postes salariés qui sont souvent assez rapides parce que c'est une expérience qui est tellement riche. C'est clair. Que pour le coup, ça, on peut le valoriser après assez facilement. Donc, les We Days, il y a un site, wedays.fr, il y a des réseaux sociaux, etc. 30 mai au 22 juin, tous les jours, matin, midi, soir, en présentiel, en digital, etc. Des tables rondes, des petits-déj, mais plein d'occasions d'entendre des femmes parler de leur boîte, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, voilà, c'est très, très... Ouais, c'est chouette. Complètement. Tu parlais justement, et je voulais arriver à ça aussi, d'échecs. Comment, parce que là on parle beaucoup de la structure, après je parlerai un peu de toi aussi quand même, je poserai des questions sur comment toi tu vis tout ça, mais effectivement les premières, alors il y a, je sais plus, 85% des projets accompagnés par les premières, c'est ça qui perdure au bout de 3 ans. Les stats là, pour être tout à fait transparentes, à jour. Elles ne sont pas tout à fait à jour, et surtout on voit bien quand même que les 2-3 dernières années qu'on vient de vivre, ça a eu un impact quand même sur. Donc on n'est plus à cette stat qui est très. Qui était géniale. Voilà, et qui était géniale en effet. Voilà. Très prochainement, j'espère, on pourra vous donner les nouvelles stats, mais oui, de toute façon, quand on est accompagné. On a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un projet qui sera plus solide, une activité qui démarrera dans de meilleures conditions et qui sera plus pérenne. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des réussites, mais il y a aussi des échecs. Oui, tout à fait. Comment là aussi, toi tu le vis d'une certaine manière, parce qu'effectivement il y a le fait d'accompagner, de porter. J'imagine qu'il y a des projets qui tiennent aussi personnellement plus ou moins à cœur, au-delà de ton rôle de directrice d'accompagnement. C'est de l'humain avant tout ça, quand même. Oui. Donc comment toi tu le... Comment tu as pu vivre certains où ça s'est soit... Alors mal passé, c'est peut-être pas le terme, même si parfois ça peut arriver, mais en tout cas des personnes qui ont fermé, et comme tu le dis, et quand tu le disais tout à l'heure, je pense à Maxence Cousin qui avait été accompagné par le campement, les petits aviateurs, qui ont revendu, enfin qui ont
au final revendu leur boîte et alors, c'est un ami, donc on a échangé et à un moment donné il dit en fait on arrête et ça fait chier, enfin tu vois, c'était ça. Et puis quelques mois plus tard en fait ça a complètement inversé la fin qui allait être triste et pour être hyper positif parce qu'ils ont revendu, en fait ils ont découpé l'entreprise en 3 et ils ont revendu et donc hyper positif, bonne dynamique. Donc il y a des fins et on le dit souvent, l'échec c'est un apprentissage. Alors ça fait chier d'entendre ça quand tu le vis, bah, c'est arrête clair, de me dire c'est ça. clair. Ouais. Quelques mois ou quelques années plus tard, t'es là, bon, ok, t'avais raison. Mais quand même, c'est important, je trouve, d'en parler justement de ces moments. Comment toi, tu les vis et comment vous les gérez aussi, si vous les gérez. Alors, il y a en fait, il faudrait trouver un synonyme à échec qui soit un peu moins... Effectivement, moins violent, péjoratif. Oui. Ouais. Alors, il y a des échecs donc, qui sont attendus quand même. Enfin, on se doute que l'activité ne va pas se développer, mais il faut vivre les choses et tester. Quand on est entrepreneur, de toute façon, on fait ça tout le temps. Hein. On teste, on essaie autre chose, etc. Et parfois, en effet, on y croit beaucoup. Enfin, on est persuadé que ça va fonctionner et pour X raisons, le marché n'est pas finalement n'est pas prêt, ou personnellement pour les entrepreneurs il se passe des choses qui font qu'elles doivent arrêter. C'est peut-être ça qui est le plus difficile en fait, c'est parce que ce truc de rencontrer son marché, on en parle dans l'accompagnement, on sait que y a une prise de risque quand même. Donc, quand elles s'immatriculent, qu'elles démarrent, elles ne sont pas sûres que ça va fonctionner. Nous, on en parle beaucoup de ça et de ce qui peut être envisageable. Combien de temps vous donnez, en gros, pour... voilà, c'est quoi la limite ? Parce que l'idée, c'est pas au bout de 5 ans de se dire ça fait 5 ans que je me paie pas, que je galère, que je m'occupe plus de mes enfants, que je vois plus mes amis, etc. Et puis je vais devoir fermer. Ça, c'est juste pas possible en fait. Donc, combien de temps vous donnez pour vous rémunérer, pour pouvoir vous entourer, pour revendre. Enfin bref, il y a X cas de figure, mais on essaie de les aider à se poser ces questions-là vraiment en amont pendant l'accompagnement parce que ça peut ne pas fonctionner. On espère que ça fonctionnera, mais ça peut ne pas fonctionner et qu'est-ce qui se passe ? Il faut un plan B, un plan C, etc. Donc, comme tu l'as dit, c'est très chiant quand et nous on le vit avec beaucoup d'empathie et on les voit, surtout celles qui sont en coworking chez nous, on voit bien par quelles affres elles passent, les questionnements, on essaie de les aider, de mobiliser le réseau, etc., d'être présente, si on a été sollicité, parce qu'on n'est pas non plus au courant de tout, et parmi les anciennes, on a perdu contact avec certaines d'entre elles. C'est parfois difficile à vivre parce que on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ou de mieux pour que peut-être ce cas de figure ou cette tuile qu'elle a donc on se remet en question aussi à se dire peut-être qu'il faudrait qu'on parle plus de telles problématiques ou autres. Là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est vraiment sur le côté personnel en fait, qu'il y a une grosse tuile à un moment qui fait qu'elles doivent arrêter, et là il y a une frustration encore plus grande en fait parce que parfois elles n'ont pas pu aller au bout du projet, et elles doivent arrêter, et là en fait pour le coup on peut vraiment rien faire. On peut rien faire. Mais l'accompagnement, c'est un métier difficile. Hein. Avec l'équipe, on en parle. C'est un métier qui est difficile parce qu'on vit aussi parfois par procuration les projets. Évidemment, il y a des relations aussi parfois plus amicales qui se développent. Et voilà, quand elles doivent arrêter. Mais on essaie d'accompagner aussi sur le rebond dans la mesure du possible. Et c'est toujours très
valorisant ou en tout cas très positif quand elles reviennent vers nous, ce qui est le cas pour la plupart d'entre elles, et qu'elles nous disent, parce qu'elles ont révélé vraiment ce tempérament d'entrepreneur et que une fois que, c'est pas toi qui me diras le contraire, mais une fois qu'on a ça en soi, on le perd plus, hein, qu'elles disent bon, la prochaine fois que je créerai sur ma prochaine boîte, je ferai différemment. Et là, on se dit, bon, bah, c'est bon, en fait. Ouais. Et la plupart de celles qui ont arrêté prématurément ont retrouvé du boulot très rapidement. Ouais. Ça, c'est très positif, en fait. Complètement. Et parce qu'effectivement, on dit souvent, en plus, entrepreneur entre vie pro, vie perso, il n'y a pas beaucoup de lignes, enfin, il n'y a pas beaucoup de différences. Moi, je mets vraiment ça ensemble. Et donc là, encore plus compliqué dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'au-delà de la structure du projet, il y a une personne avec ses émotions, avec son vécu, donc il y a aussi tout ça à gérer, à accompagner, quoi. Oui. Et on essaie quand même de faire passer le message qui a un peu changé ces dernières années, où avant, on disait, oui, tu crées ta boîte, alors c'est ton bébé, certaines le disent encore, mais c'est un projet de vie. Et moi, je suis plus détachée par rapport à ça. En fait, ça serait bien qu'il y ait plus de femmes serial entrepreneurs, par exemple, avec l'accent. Carrément. Mais en fait, un projet d'entreprise, vu le contexte économique dans lequel on est, en fait, on peut créer sa boîte. Pendant 3 ans, ça va marcher. Et puis, finalement, retournement du marché, d'autres choses, des concurrents qui arrivent, qui sont beaucoup plus... on va dire que c'est la vie de l'entreprise désormais. Et en effet, il y a des boîtes familiales qui... et ça, je trouve ça génial, des boîtes qui se transmettent de génération en génération. Et il faut évidemment qu'il y en ait toujours. Mais on peut aussi se dire que la durée de vie d'une boîte aujourd'hui, c'est peut-être 3-4 ans. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK, ça peut être anticipé, ça peut être une volonté au départ de revendre rapidement, etc. Et c'est pas grave, après on peut être porté par autre chose. Et il y a plein d'hommes qui font ça. Et et les femmes sont peut-être plus, justement comme elles mettent un petit peu plus de temps, etc. C'est vrai que si on a mis déjà 2 ans sur le projet ou autre, et qu'au bout de 2 ans, on veut passer à autre chose, c'est peut-être plus... Mais non, les serial entrepreneuses ou entrepreneureux, ça serait bien qu'on ait plus de modèles comme ça et qu'on puisse en faire témoigner plus. On en a beaucoup dans la région ? On n'en a pas beaucoup. Ouais, parce que celles que j'ai en tête et qu'on peut connaître ensemble, je les vois pas serial entrepreneuses. Non. Mais elles ont des boîtes qui fonctionnent. Oui, elles ont des boîtes qui fonctionnent. Non, pour le coup, souvent c'est leur premier... et pour le coup, c'est chouette parce que... C'est des très belles boîtes. C'est des très belles boîtes qui se développent... non, des exemples de femmes qui auraient déjà 2, 3, 4 boîtes à leur actif. Pas tant que ça, j'ai l'impression. Non, il y a un truc à faire, je pense. Ouais, carrément. Pour en identifier et aller les interviewer. Pour les We Days, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un truc là-dessus. Mais c'est non, mais c'est vrai, Parce que du coup, finalement, l'expérience entrepreneuriale, avec toute l'énergie et l'argent qu'on peut y mettre aussi, donc c'est pas comme tout l'investissement, quel qu'il soit. Tout l'investissement, c'est pas comme quand on prend un nouveau poste. Bien sûr, on est sur une ambition différente et un investissement quand même différent, mais on n'est pas lié à vie à un projet qu'on a mené à un moment M, en fait. Complètement. Et moi, je me posais la question parce que moi, dans les interviews que je fais, je me nourris toujours de ce que m'apportent les gens, évidemment. Toi, ça fait 10 ans que tu es au contact d'entrepreneurs. Est-ce que tu fais de l'intrapreneuriat ou est-ce que tu n'as pas voulu à un moment donné entreprendre et, de ton côté ou que sais-je et c'est marrant parce que tu parlais à un moment donné de confort. Est-ce que tu vois sortir de ta zone de confort à un moment donné? Peut-être que tu le fais déjà dans ton boulot, je me rends pas compte. Je peux te dire que tous les jours je sors de ma zone de confort. Très bien alors. Très bien. Non, mais c'est vrai qu'à force d'être au contact de personnes qui entreprennent, est-ce que toi à un moment donné t'as pas dit c'est chouette d'accompagner mais je vais créer mon truc aussi quoi? Alors moi je me sens entrepreneur de l'économie sociale et solidaire.
J'ai pas eu l'idée des premières. J'ai rejoint un format qui existait, un conseil d'administration qui était déjà hyper investi, etc. J'ai le confort du salaire, donc ça c'est quand même assez important, mais je suis entrepreneur salarié en fait. Je pense que je vis tous les affres au quotidien du chef d'entreprise, parce qu'une association c'est une entreprise. Complètement. Toutes les questions du financement, en plus avec un modèle économique, nous aussi on a un modèle économique qui est toujours en total mouvement, etc., en re-questionnement permanent. Et puis, il faut payer l'équipe. On a nos soucis de trésor, etc. Donc, je me sens fondamentalement entrepreneur. Et je pense que je peux vraiment partager avec les entrepreneurs qu'on accompagne sur le quotidien du chef d'entreprise. Je pense quand même que j'aimerais un jour avoir ma propre structure. Un jour. Je sais qu'il faut avoir de l'argent pour le faire. Et aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour monter un projet tel que je pourrais l'imaginer. Quand ma fille sera plus vieille, etc. Enfin bref. Sans doute, j'entreprendrai un jour. Et puis, je suis fille de chef d'entreprise, je le disais tout à l'heure. J'ai bossé un peu avec mon père et j'aurais pu reprendre. Et je pense qu'il aurait aimé que je reprenne. Bon, c'est dans un secteur d'activité qui m'intéressait moyennement, les matériaux de travaux publics. Mais bon, j'étais pas prête à ce moment-là. Je suis pas sûre que la reprise m'intéresserait de toute façon. Je pense que j'irai un jour. Mais là, je me sens profondément entrepreneur dans l'âme et chef d'entreprise au quotidien. Chouette. Avec tous les bons côtés. Et toutes les difficultés de gestion et de modèle économique dans l'ESS. Quand on est dirigeant d'une association, c'est pas toujours évident en fait. Faut aussi aller trouver des financements. Il y a quand même on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Je voulais savoir aussi, ta fille, elle a envie d'entreprendre ou pas encore? On en parle souvent. Je pense que je la saoule un peu avec... Peut-être un jour. En tout cas, c'est vrai que les plus jeunes, ça fera sans doute aussi partie de choses qu'ils feront de façon plus naturelle qu'on pouvait le faire dans ma génération, parce que finalement, l'organisation du travail et le marché du travail, ça change tellement qu'il y aura beaucoup de slashers, etc. Et donc, en tout cas, si elle a besoin, je pourrais toujours l'aider. L'accompagner. Si elle veut. Parce que je te pose ta question par rapport à ta fille, mais c'est plutôt sur la trace que toi, tu as envie de laisser. Parce que ça fait quand même 10 ans que tu diriges les premières et c'est pas rien, d'accompagner des femmes, de montrer que c'est possible. Et tout le monde, encore une fois, on parle là uniquement de femmes, mais même il y a des hommes qui sont... Tout à fait, qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre et ce côté lever de fonds, etc. Ou qui manquent de confiance en eux. On parle évidemment de ce sujet-là, mais on peut parler de tout le monde. Toi, est-ce que tu te poses parfois la question de la trace que tu as envie de laisser, de ton passage, de ce que tu fais j'espère que... quelle question. Alors, je l'avoue, quand même. Je l'avais un peu en tête, mais je l'avoue qu'elle m'a été soufflée par Guillaume tout à l'heure. C'est vrai. Je l'avouerai, voilà. Parce que comme je l'ai vu et qu'il t'avait déjà interviewé, je me dis, est-ce qu'il y a des questions, tu te dis, je ne vais pas poser, ce serait chouette. Donc j'avoue, je profite un petit peu de ça. Tu m'as pas demandé l'épitaphe que j'aimerais avoir. J'aimerais vraiment que les premières sur la Nouvelle-Aquitaine, qu'on sente qu'on a vraiment eu un impact et qu'on a permis ce switch, ce changement. Ce changement, et qu'on parle de nous spontanément comme ayant été vraiment pas un déclic, mais un accélérateur ou un vrai accélérateur sur cette question-là. Et puis, moi, c'est vrai que je suis très liée à la structure quand même. Donc, bon,
c'est toujours difficile de parler quand même de soi et de la trace qu'on veut laisser. Bon, peut-être une prochaine fois, j'aurais préparé. Je t'évite la question là. Non, mais je sais pas quoi te dire. Bon, ça marche. Il reste mes deux questions de la fin. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui ont, alors pour le coup, t'en donnes sûrement assez souvent, mais qui nous écoutent et qui parfois ont cette petite voix dans leur tête qui leur dit d'y aller. Et tu sais, moi, les personnes que je reçois sur le podcast, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants. Parce que pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Oui. Donc, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour que justement il y ait ce petit déclic qui se passe ? Alors, en parler très rapidement de ce qu'ils ou elles veulent faire. Pour pouvoir être rapidement mise en lien aussi avec des personnes qui pourraient contribuer à faire avancer le projet. Donc structure d'accompagnement, en tout cas se faire accompagner, mais le préalable, c'est vraiment d'en parler tout de suite. Ah, j'ai une idée, j'aurais envie de faire ceci, etc. Pour commencer à avoir de l'écho et hop, c'est le patchwork fou dont on parle en effectuation, mais voilà, en parler très rapidement et surtout ne pas garder ça pour soi, mais premier conseil. Ouais. Premier, parce que tu vas en donner d'autres ? Non, je pourrais en avoir plein d'autres, mais le seul conseil pour démarrer, le plus important. Bon, ça marche. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Être utile, je ne sais pas si c'est une réponse, mais sentir l'utilité et que ce que je fais va permettre à quelqu'un d'autre d'avancer, d'aller plus vite, de concrétiser des projets, des envies, des projets, etc. Donc, l'utilité. Chouette. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, quelque chose qu'on n'a pas abordé, tu te dis ce serait chouette ? Nous avons fait un épisode d'un petit peu plus d'1h15. Du coup, on n'a pas envisagé comment on pourrait appeler l'entrepreneuriat féminin différemment. Effectivement. Ouais. Mais pour moi, c'est de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de... Pour moi, il faut retirer... c'est mon avis très personnel, de ne pas dire masculin ou féminin. Et c'est juste... En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire de mon côté avec le pompon, parce que j'ai reçu, donc je ne sais plus quel épisode ce sera, mais à peu près, si mes calculs sont bons, 59 femmes et 58 hommes. Donc, moi, je le fais à mon niveau, mon petit niveau en tout cas. Et pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de... On s'en fout, homme-femme, allez-y, quoi. C'était important de le qualifier comme ça il y a 10 ans, par exemple, au début. Aujourd'hui, c'est peut-être plus nécessaire d'avoir... mais valoriser les femmes entrepreneurs dans leur parcours. Mais en effet, peut-être plus parler d'entrepreneuriat féminin parce que c'est plus clivant, en fait, d'utiliser ce terme. Alors que il faut qu'on fasse tous ensemble. C'est pas très joliment dit, tu vois. C'est un très beau message de fin et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est tous ensemble et sans préjugés et sans jugement. Exactement. Merci beaucoup, Christine. Merci, Théo. À très bientôt. À bientôt. Yes. Au revoir. Merci à vous pour votre écoute. S'entourer, se faire accompagner, se faire épauler par une structure permet clairement d'avancer solidement. Par son parcours et son envie d'être utile pour favoriser la mixité dans l'entrepreneuriat, Christine participe activement au changement pour que toutes et tous puissent se réaliser et se dire que c'est possible. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, je vous invite à le partager autour de vous, à faire une story sur Instagram, à commenter sur LinkedIn et sur les différents réseaux sociaux. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, entreprenez, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Ciao.